Robin Dawn, une petite fille de 10 ans seulement, dormait tranquillement à son domicile lorsque d'un coup, elle va se mettre à rêver de coups de fusil. Elle se réveillera alors et constatera malheureusement que les coups étaient bel et bien réels. Elle entendra alors sa mère crier, puis des pas se diriger jusqu'à sa chambre et là, 2 coups de fusil seront tirés en sa direction. Heureusement, elle survivra, mais après ça, elle va devoir se confronter à la dure réalité. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Robin Dawn et sa famille, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui depuis le Canada. Voilà, j'ai rattrapé mon avance. Donc les vacances sont finies, je continue à vous faire des vidéos. Et aujourd'hui, je vous viens avec une histoire qui est très dure à entendre, je trouve, parce que cette histoire est celle d'une petite fille de 10 ans. Et vraiment, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a dit est extrêmement touchant. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui le feront. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette vidéo. Robin Dawn était une petite fille de 10 ans vivant dans la paisible ville de Pampa, au Texas, aux États-Unis, avec sa mère Michelle, son beau-père Brian Conrad et son frère aîné Zach de 14 ans. En septembre 2005, Michelle était enceinte de 5 mois et Robin se préparait donc à devenir grande sœur, chose dont elle était très fière. Mais plongeons-nous à présent dans la journée du jeudi 29 septembre 2005. Ce matin-là, Robin se préparait pour aller à l'école et son beau-père Brian avait préparé des pancakes, ce qui avait d'ailleurs rendu Robin très joyeuse parce que c'était justement son repas préféré. Après ça, elle s'était rendue à l'école et puis lorsqu'elle était rentrée chez elle, elle avait accompagné sa maman essayer des vêtements de maternité. D'ailleurs, Robin se rappellera de cette journée-là en disant qu'elle avait accompagné sa maman acheter des jeans extensibles qui étaient très laids selon elle et vraiment ça l'avait marqué. En tout cas, comme vous pouvez le constater, il s'agissait d'une journée banale, tout se passait bien, c'était même une journée assez heureuse, donc vraiment rien ne venait présager le pire. Mais voilà, aux petites heures du matin du 30 septembre, vers plus ou moins 3 heures du matin, la police va recevoir un appel d'urgence qui venait justement du domicile de Robin et sa famille. L'opératrice du 911 va alors décrocher et va entendre la petite voix de Robin. « Madame, il y a eu une fusillade chez moi. Je ne sais pas qui est vivant et j'ai peur. S'il vous plaît, pouvez-vous m'envoyer quelqu'un ici? J'ai peur. » Suite à cet appel, la police s'est alors précipitée chez Robin et dès qu'elle a vu la voiture de police, Robin est arrivée vers eux en courant. Les policiers l'ont alors pris dans leurs bras et puis ils ont essayé de comprendre ce qui était en train de se passer, mais Robin pleurait, elle était en état de choc et disait simplement qu'il y avait eu une fusillade à son domicile. Les policiers ont alors placé Robin dans la voiture de la police et sont entrés prudemment à l'intérieur de la maison. Déjà, ils ont remarqué que la porte de la maison avait été défoncée, mais bizarrement, tout semblait en place à l'intérieur. Il n'y avait pas de signe de lutte, pas de vol ou quoi que ce soit d'autre. Les policiers ont alors continué à pénétrer dans la maison, ils ne trouvaient personne et ils ont décidé de se rendre dans la chambre principale, donc la chambre des parents. En arrivant, ils vont alors faire la macabre et triste découverte du corps de Brian, le beau-père, qui était donc mort, abattu de 3 balles, ainsi que de celui de Michelle, la mère de famille qui, je le rappelle, était enceinte à ce moment-là et qui avait reçu 6 balles. Les policiers ont ensuite pénétré dans la chambre de Zach, le frère de Robin de 14 ans, et malheureusement, lui aussi avait été abattu, il avait reçu 3 balles. Les policiers retrouveront même Molly, le chien de la famille, qui avait été lui aussi abattu et avait reçu 2 balles. Dans la chambre de Robin, les policiers retrouveront alors 2 douilles de fusil. C'était donc la preuve que quelqu'un avait bel et bien voulu s'attaquer à Robin, la tuer tout comme le reste de sa famille, mais cette personne l'avait raté. Évidemment, rapidement, l'affaire sera classée comme une affaire criminelle d'homicide et Robin deviendra alors la seule survivante de sa famille. D'ailleurs, ça a été un moment très compliqué aussi pour les enquêteurs qui ont dû
annonçait à Robin que toute sa famille était décédée, qu'elle était à présent orpheline de sa mère et de son beau-père. Donc voilà, ça a été un moment très compliqué à gérer pour eux aussi. D'ailleurs, souvenez-vous, donc Robin a été mise dans une voiture de police et puis à un moment donné, les policiers ont voulu l'amener jusqu'au commissariat de police et à ce moment-là, eh bien Robin a dit « Maman et Brian ne vont pas sortir de là, c'est ça ?» Donc déjà à ce moment-là, on pouvait se rendre compte qu'elle était consciente du fait que sa famille était décédée, elle avait entendu tous les coups et puis c'est sûr qu'elle était restée seule pendant un moment dans sa chambre, elle n'avait plus entendu aucun bruit, donc elle savait que sa famille était décédée. Il faut savoir qu'après ça, elle a dû être interrogée par rapport à ce qu'elle a vu, par rapport à ce qu'elle a entendu, on va y venir, mais ça a été un exercice très compliqué pour elle parce que ça la forçait à se remémorer encore et encore tous ces traumatismes, tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Et pour une enfant de 10 ans, c'est vraiment un exercice très compliqué, très traumatisant. Donc voilà, il faut bien se dire que les enquêteurs savaient qu'il s'agissait d'une enfant, qu'on ne pouvait pas trop en demander, mais malgré tout, il fallait bien résoudre l'affaire. Donc les autorités ont emmené Robin dans un centre de défense des droits des enfants et c'est là qu'elle a alors commencé à parler. Robin va alors expliquer que pendant la nuit, elle était en train de faire un cauchemar dans lequel elle entendait des coups de feu. Elle s'était alors réveillée et c'est là qu'elle s'était rendue compte que les coups de feu n'étaient pas simplement dans sa tête mais qu'ils étaient bel et bien réels. Elle a ensuite compris que ces coups de feu étaient tirés depuis l'intérieur de sa maison et d'ailleurs presque immédiatement, elle a entendu sa mère crier et même hurler. Là, Robin s'est levée de son lit et elle a décidé de rester accroupie derrière la porte de sa chambre. Elle a donc continué à entendre quelques coups de fusil et puis à un moment donné, tout s'est calmé. Elle a cru que c'était fini, elle a cru que la personne, le tireur, repartait, mais là, elle a entendu des pas lourds en train de venir vers sa chambre. Elle a alors décidé de retourner à l'intérieur de son lit et de faire semblant de dormir. Elle a alors entendu le tireur rentrer dans sa chambre, s'armer et tiré 2 fois. Heureusement, il a miraculeusement raté ses 2 coups, ce qui n'a causé aucune blessure grave à Robin. Les enquêteurs ont d'ailleurs réussi à déterminer que la première balle n'avait fait qu'effleurer la jambe gauche de Robin et que la deuxième avait en fait touché un petit tiroir en plastique qui était juste à côté du lit de Robin. Donc pour continuer le récit de Robin, il faut savoir qu'une fois que le tireur a donc tiré et qu'il est reparti, Robin est restée dans son lit sans bouger et a fait semblant qu'elle était morte. Après ça, elle a entendu l'homme marcher jusqu'à la chambre de son frère, allumer la lumière et puis tirer. Elle savait que son frère était sans doute décédé, elle n'osait pas bouger de son lit, elle se disait déjà là que peut-être elle était l'unique survivante, donc elle a continué à faire semblant qu'elle était morte jusque 2h30 du matin à peu près, sachant que le tireur est sans doute arrivé à l'intérieur de la maison 1 heure plus tôt, donc à 1h30 du matin. Donc quand elle était là, couchée dans son lit, elle a continué à entendre le tireur dans la maison en train de faire beaucoup de bruit. Elle savait pas du tout ce qu'il était en train de faire. Par contre, elle savait qu'il ne partait pas, qu'il était dans la cuisine et voilà, qu'il cherchait peut-être quelque chose ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle savait qu'il était là et elle savait qu'elle ne devait pas bouger. Et puis, à un moment donné, elle l'a enfin entendu sortir, elle a attendu encore quelques instants et puis elle a décidé de se lever et d'appeler la police. Quand les enquêteurs demanderont à Robin si elle avait vu le visage du tireur, elle dira qu'elle savait que c'était un homme blanc, elle l'avait vu, mais à part ça, elle ne savait rien dire d'autre. Elle dira aussi avoir entendu précisément 15 coups de feu. Ça correspondait d'ailleurs aux 15 douilles de fusil que les enquêteurs avaient justement retrouvées dans la maison familiale. Aussi, la police scientifique a vraiment analysé chaque recoin de la maison pour essayer de trouver le plus d'indices possible. Ils ont alors retrouvé une empreinte de pas, malheureusement ça les a pas menés à grand chose et ils ont trouvé aucune trace ADN, ce qui est complètement dingue, comme si le tireur savait exactement ce qu'il faisait. Il n'y avait pas un seul petit bout d'ADN, un cheveu, un poil, une trace de doigt même, il n'y avait rien de tout ça dans la maison, le tireur n'avait laissé aucune trace. Les enquêteurs ont alors commencé à interroger les proches de la famille pour savoir si quelqu'un aurait pu leur en vouloir, mais personne n'avait de suspect en tête, vraiment la famille n'avait pas vraiment d'ennemis, ils avaient des bonnes relations avec tout le monde, la ville, le village était vraiment très calme, donc
personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Les semaines vont ensuite passer sans qu'il n'y ait aucune avancée dans l'enquête. Robin d'ailleurs avait extrêmement peur et disait en permanence que le tireur allait revenir pour la tuer. Par contre, il faut savoir que dans l'état du Missouri, un événement très similaire avait eu lieu la veille de la fusillade chez Robin et sa famille. Mais ça, les enquêteurs de Pampa n'en avaient strictement aucune idée jusqu'ici. En fait, le 29 septembre à 10 h du matin, donc quelques heures avant la fusillade chez Robin et sa famille, le shérif de Pineville dans le Missouri a reçu un appel concernant un double homicide. Deux victimes avaient été abattues à leur domicile alors qu'elles rentraient des courses. Elles avaient d'ailleurs toujours leur sac de courses dans les mains. Il s'agissait de Orly Wade McCool, une femme âgée de 70 ans, et de sa belle-fille Dawn, âgée de 47 ans. Les deux femmes avaient donc elles aussi été attaquées à leur domicile et avaient reçu plusieurs balles. Là aussi dans la maison, rien n'avait été volé, simplement quelqu'un était rentré, leur avait tiré dessus et puis était reparti, et aussi là encore il n'y avait aucun survivant pour témoigner. Donc là clairement, même si les deux affaires se situaient à 7 heures de route l'une de l'autre, elles étaient vraiment très semblables. Mais donc là, je le reprécise, les enquêteurs au Texas qui s'occupent de résoudre l'affaire de la fusillade chez Robin et sa famille ne sont pas du tout au courant de cet événement dans le Missouri. De leur côté dans le Missouri, eux non plus ne sont pas au courant de ce qui s'est passé au Texas, donc eux ils cherchent simplement à résoudre l'enquête de ce double homicide. Et là de leur côté, l'enquête va aller très vite. En fait, quelques jours après ce double homicide, le shérif de Pineville va recevoir un appel téléphonique venant cette fois d'un homme, père de famille, qui appelait pour signaler un vol à son domicile. Il dira qu'il savait que le cambrioleur était son fils et qu'il était inquiet parce que justement son fils avait pris plusieurs armes à feu. Il dira alors que son fils s'appelle Levi King et décrira les armes à feu qu'il avait volées. Rapidement, les enquêteurs vont avoir la confirmation que l'une des armes qu'il avait volées à son père était justement le type d'arme que le tireur avait utilisé dans le double meurtre de Orly et sa belle-fille Dawn. Évidemment, suite à la découverte, Levi King va être arrêté et interrogé. Et en fait, presque immédiatement, il a reconnu être bel et bien l'auteur du double meurtre. Levi King sera alors emprisonné dans le Missouri en attendant la détermination de sa peine. Mais là, des semaines et des semaines plus tard, eh bien Levi va demander à parler à l'un des policiers de sa prison. Lorsque le policier va arriver et va demander à Levi pourquoi est-ce qu'il voulait le voir, Levi va tout simplement dire « Il y en a 4 autres au Texas ». Là, en sachant ça, eh bien les enquêteurs vont immédiatement se renseigner sur d'autres tueries, d'autres fusillades, peut-être dans des domiciles qui auraient pu avoir au même moment au Texas. Et c'est là, enfin, qu'ils sont tombés sur le dossier de la fusillade chez Robin et sa famille. Lorsque les enquêteurs demanderont à Levi si la famille de Robin était bel et bien ses victimes, il dira alors que oui. Il expliquera que le 29 septembre, après avoir tué Orly et Dawn McCool, il avait alors pris son camion et avait conduit pendant des heures jusqu'au Texas. Une fois sur place, il s'était arrêté devant une maison totalement au hasard et avait ensuite décidé d'entrer par effraction. Cette maison, c'était donc celle de Robin et sa famille. Le procès de Levi King s'est alors ouvert en 2010, soit 5 ans après les faits, et à ce moment-là, Robin était déjà devenue une jeune fille, une jeune femme de 15 ans. Au procès, Levi a clairement essayé de réduire son implication en disant qu'il avait eu une enfance difficile, que son père avait été violent et abusif envers lui, et selon lui et ses avocats, ça lui avait laissé des séquelles à vie. Il dira que petit, son père l'avait forcé à tuer de petits animaux et que après ça, il avait vécu avec comme des séquelles, des besoins de tuer, enfin que tout ça avait créé quelque chose dans son esprit, mais c'était pas une défense très bien construite, c'était très vague, et le juge dira d'ailleurs qu'il ne comprenait pas très bien sa défense, surtout que les frères et sœurs de Levi, eux, n'avaient aucune séquelle et vivaient très bien. Donc, il comprenait pas vraiment pourquoi Levi aurait été le seul à avoir des séquelles. Donc, cette défense en particulier n'a absolument pas marché pour lui. En fait, ce qui va vraiment sauver Levi King de la peine de mort, c'est qu'il a accepté de plaider coupable, qu'il a lui-même avoué dès le début ses actes et qu'il a fait preuve d'un minimum de remords.
Au final, le juge l'a alors condamné à la prison à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Après la détermination de la peine, Robin, du haut de ses 15 ans, a voulu prendre la parole. « Je suis passé par là, mais tu ne vas pas me tuer. Je ne te donne pas ce genre de contrôle. Je te pardonne. Les Vikings, je te pardonne. » Il faut savoir que Robin, à la base, n'avait pas envie d'aller témoigner au procès. Elle ne voulait pas de nouveau être confrontée à les Vikings, ce qu'on peut comprendre totalement. Mais elle s'était dit que pour sa famille, pour ses parents, pour son frère, eh bien, elle devait le faire et donc elle a décidé d'aller témoigner. En tout cas, aujourd'hui, Levi purge sa peine dans le Missouri et Robin, de son côté, essaye vraiment d'avoir une vie paisible. Elle a d'ailleurs dit en interview qu'elle ne voulait pas laisser Levi la rendre amère et en colère. Elle a ensuite poursuivi ses études en soins infirmiers à l'université et a dit à plusieurs reprises que son objectif était d'aider les gens, en particulier les bébés. Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous avez ressenti. Je sais, cette histoire était assez difficile. J'ose même pas imaginer ce que cette petite fille a dû vivre, a dû ressentir. C'est vraiment quelque chose d'atroce et surtout que les Vikings n'avaient pas vraiment de raison, entre guillemets, de s'attaquer comme ça à eux. Ils les connaissaient pas, c'était du pur hasard et vraiment j'ai beaucoup de mal avec cette histoire et avec tout ce que cette pauvre petite fille a pu ressentir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!